Bonjour, nous sommes heureux, la Chambre de commerce, de vous recevoir aujourd'hui et de recevoir notre participante et animatrice qui est Colette Westman, expert comptable, commissaire aux comptes et juge au tribunal de commerce, qui va vous aider et vous accompagner car les mesures sont, à défaut d'être nouvelles, parce que nous en sommes à la saison 2 du confinement et de la crise, elles ont été réactualisées, elles ont subi un toilettage. Quelquefois, bon, c'est mieux pour les entreprises, mais les entreprises ont beaucoup de mal à s'y retrouver dans toutes ces aides, exonérations. Et donc, nous avons besoin d'un tuteur dans ce domaine. Donc, Colette, bonjour. Bonjour. Donc, effectivement, nous allons commencer peut-être par un sujet qui préoccupe. Alors, d'abord, on peut dire la seule aide, hein, puisque ce n'est pas remboursable, c'est le fonds de solidarité. Oui, enfin, il y a d'autres aides, hein, puisque le chômage partiel n'est pas remboursable non plus, et c'est vrai. Alors, on a été assez bien formés avec le premier confinement où, vous le savez, hein, on s'est vraiment précipité sur toutes les aides. Aujourd'hui, fort de cette expérience, on prend un petit peu de recul et on les analyse. Alors, je vais essayer d'être synthétique et c'est pas simple parce que on a énormément de cas de figure. Alors, un point qui est, à mon avis, important à rappeler, c'est que ce que nous disons aujourd'hui, si ça se trouve, demain ou après-demain, ce sera encore une fois modifié. Parce que vous le savez, à chaque fois, on a des décrets d'application qui peuvent venir modifier, améliorer, transformer des aides. Je vais commencer par tout ce qui est fonds de solidarité, puisqu'il y a déjà une différence entre le fonds de solidarité qui s'est appliqué en octobre et celui qui va s'appliquer sur novembre et probablement sur décembre si nous ne sommes pas déconfinés tout ou partie. Puisqu'il me semble que le gouvernement a d'ores et déjà annoncé que les restaurateurs n'ouvriraient pas probablement avant le 15 janvier. Enfin, c'est ce que j'ai entendu du moins ce matin sur France Info. Donc, les aides et fonds de solidarité sont applicables pour les entreprises qui sont moins de 50 salariés. Ce qui est le cas, je pense, de beaucoup d'entreprises qui constituent le tissu économique de notre région. Il va falloir se situer deux temps. D'abord, par rapport au moment où nous avons eu un couvre-feu. Puis après, celui où nous avons eu une fermeture administrative. Tout ce qui est hôtel, café, restaurant, tourisme, sport, toutes ces activités que l'on a classées dans ce qu'on appelle les secteurs S1 et SM bis, on va chercher à voir quel est le montant de la perte de leur chiffre d'affaires. Celui-ci est variable, entre 50 et 80%. On peut avoir également des pertes entre 70% et plus de 70%, et c'est ce qui va permettre de déterminer l'aide qui peut atteindre 10 000 euros. D'accord? Donc déjà, ça c'est la première. Si après on ne remplit pas ce critère de perte de chiffre d'affaires, l'aide sera de 1 500 euros. Ça déjà, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de bien situer l'entreprise, que le chef d'entreprise se situe convenablement dans le secteur d'activité dans lequel il est touché. C'est sûr que s'il est frappé de fermeture administrative, il n'y aura pas de débat. L'aide, elle sera, a priori, elle pourra aller jusqu'à 10 000 euros. Voilà, donc ça déjà, sur ces aides-là, on a des petites infographies, Florence, qui ont été faites par le Conseil de l'Ordre. Si jamais vous en avez besoin, nous, on peut vous les faire passer. Vous pouvez les mettre en ligne. Et c'est très, très bien expliqué parce qu'il y a vraiment, j'ai été fermée complètement, j'ai été fermée partiellement, etc. Et avec des petits tableaux oui/non, ça va permettre tout de savoir. Mais voilà, j'ai été fermée, j'ai perdu mon. D'accord? Très bien, très bien. Donc, les personnes qui le désirent, on vous fera passer ces infographies, effectivement, qui sont très pratiques
pour se mettre à jour. Je signale à nos participants qu'ils peuvent poser des questions, que nous allons faire le déroulé des aides et qu'ils peuvent poser des questions et tu répondras par la suite aux questions. Très bien. Donc, ça, c'est pour les aides. Après, on pourra faire des questions-réponses et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Si pour diverses raisons, je ne sais pas ou je ne suis pas en mesure de vous répondre, je vous laisserai les coordonnées de l'ordre. Florence, tu pourras les mettre en ligne. C'est celle habituelle au CEAT, au CEPACA. Il n'y a pas de souci. Je vous donne également une petite info avant que j'oublie. Le Conseil de l'ordre PACA a créé une cellule de crise à la suite de la deuxième ouverture du deuxième confinement. D'accord ? Je suis pilote de cette cellule de crise avec Lionel Canesi, le président. N'hésitez pas à saisir la cellule de crise via vos experts comptables. On est vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions, pour vous aider et vous venir en aide, vous, chefs d'entreprise. Bien sûr, si vous avez besoin de nous, puisque vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment, nous, experts comptables, au cœur de vos entreprises et nous sommes très, très proches de vous. Enfin, nous essayons en tout cas de l'être le plus possible. Voilà, le fonds de solidarité, alors n'hésitez pas, il est en ligne normalement à partir du 20 novembre. Et vous pouvez le demander soit sur le site impôts.gouv, soit sur le site de l'URSSAF, puisque l'URSSAF a également mis en place des aides pour obtenir des reports et autres. La deuxième aide qui est très importante et qui a été saisie par tous les chefs d'entreprise, c'est l'exonération et le report des charges sociales. Alors, pareil, avec le secteur S1 et S1 bis, les entreprises qui ont perdu tout ou partie de leur chiffre d'affaires ont la possibilité de demander une exonération de charges sociales. Pour les travailleurs indépendants, vous avez tous vu, si vous êtes normalement prélevé au 5 et au 15, que ces prélèvements, sauf coquille où ça nous a été signalé, on a fait remonter l'information à l'URSSAF. Normalement, les travailleurs, les TNS n'ont pas été prélevés du montant des cotisations au 5 novembre et au 15 novembre. Et ça, sans avoir rien fait, et ces cotisations seront étalées sur les prochains prélèvements. Le message que nous tenons à faire passer, c'est si vous pouvez payer, payez. Payer parce que si ceux qui peuvent payer ne payent pas, l'économie va être complètement gelée. Le deuxième message, c'est on est tous le fournisseur de quelqu'un. Donc, si vous avez des fournisseurs, c'est important, comme vous êtes vous-même le fournisseur de quelqu'un, il faut que l'économie continue à tourner, sinon ça va être très, très compliqué. Alors, j'imagine que certains d'entre vous sont en train de dire, oui, c'est facile de dire, il n'y a qu'à, mais on est tous acteurs malheureusement de cette crise sanitaire et on ne peut pas se comporter comme des spectateurs et attendre que ça passe, parce que ça passera pas comme ça. Il va falloir qu'on soit tous solidaires et cet élan de solidarité, à mon sens, c'est ce qui sauvera notre économie et nos petites entreprises. Une autre aide que beaucoup d'entreprises ont saisi, c'est les prêts garantis par l'État, les PGE. Donc, vous savez que vous pouvez demander un PGE qui est plafonné à 25% de votre chiffre d'affaires. Ce PGE-là devait être arrêté au 31 décembre. Il a été prorogé jusqu'au 30 juin 2021. Donc, nous pensons aujourd'hui que l'État, d'ailleurs Castex l'a aussi annoncé, que la durée de remboursement va être augmentée. Il prévoit même une franchise d'1 an. Donc, on devait le rembourser à 12 mois. Il se peut très bien que ce prêt-là, on puisse le rembourser à 24 mois, ce qui veut dire qu'on aurait 6 ans pour le rembourser ou pas. C'est-à-dire à le convertir en prêt
à court terme. Hein. Quand je dis ou pas, c'est pas qu'on le rembourse pas. Les accords ont déjà été signés avec les banques françaises, puisque les taux seront compris entre 1 et 2,5%, garantie de l'État compris. Donc ça, c'est plutôt sécurisant, puisque pour les entreprises qui savent d'ores et déjà qu'elles ne pourront pas rembourser l'intégralité de cet emprunt à 12 mois ou à 24 mois, elles auront la possibilité de le convertir en emprunt classique qui sera, lui, remboursable sur 5 ans. Toutes les entreprises, bien sûr, aujourd'hui peuvent le demander. Alors, pardon, on entend dire de temps en temps que les banques l'ont refusé. Alors, il n'y a pas de raison. A priori, si vous n'êtes pas en cessation de paiement, si vous n'avez pas de difficultés majeures ou que le banquier voit que vous n'êtes pas en fait en difficulté depuis 2-3 ans avant la crise, il n'y a pas de raison que le PGE vous soit refusé, d'autant plus qu'il est complètement garanti par l'État jusqu'à 90%. Donc le risque aujourd'hui des banquiers n'est pas énorme. Il existe un médiateur, hein, si jamais vous vous retrouvez avec un banquier un peu têtu ou un banquier qui va jouer les cow-boys parce qu'il n'a pas bien compris que en fait, c'était le rôle aujourd'hui des banquiers de relayer l'information et de donner cette aide de l'État. N'hésitez pas à saisir le médiateur ou via votre expert comptable ou directement. Il va y avoir également la mise en place de prêts directs de l'État pour tous ceux justement qui n'auront pas pu obtenir ce PGE pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. On pourra avoir jusqu'à 10 000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés et ce prêt pourra aller jusqu'à 50 000 € pour les entreprises entre 10 et 49. On est toujours dans le seuil des moins 50. Voilà, au niveau des prêts, donc ces deux prêts-là. Un texte qui est sorti pour les loyers, donc pour tous ceux qui aujourd'hui sont locataires de leurs locaux. L'État a prévu que les bailleurs qui accepteraient d'accorder la gratuité, entre guillemets, d'un mois de loyer entre le 1er octobre et le 31 décembre, auraient la possibilité de bénéficier contre cette aide qu'ils accorderaient à leurs locataires, donc aux entreprises, ils pourraient avoir un crédit d'impôt de 30% sur le montant des loyers abandonnés. Donc, quand on a, alors c'est sûr que quand on a un bailleur pour lequel les loyers constituent un revenu ou une retraite, ça sera peut-être un petit peu compliqué, encore que, mais pour les bailleurs qui ont peut-être les reins un petit peu plus solides, je pense que certains d'entre eux vont jouer le jeu, puisque nous, on a certains de nos clients qui nous ont demandé, si je fais ça, est-ce que j'y ai droit? Bien sûr, on les encourage à aider les petites entreprises en s'asseyant sur un morceau de loyer contre un crédit d'impôt. C'est leur façon d'être partenaire et solidaire de cette crise sanitaire. Oui, Paulette, il faut peut-être insister sur le fait que c'est une possibilité pour le bailleur, c'est pas une obligation, parce que certaines entreprises nous disent il est obligé par l'État. Non, j'ai bien dit que si le bailleur avait la volonté de soutenir les entreprises et les locataires, certains se disent moi je préfère leur accorder une gratuité d'un mois et perdre un morceau de mes loyers plutôt que de les voir déposer le bilan et perdre complètement les loyers. On sait très bien que la crise va malheureusement entraîner il va y avoir de la casse, appelons un chat un chat, il va y avoir de la casse sociale, il va y avoir de la casse au niveau des entreprises. On n'a pas encore ce retour au niveau du tribunal, parce qu'aujourd'hui, on le sait, les entreprises sont sous perfusion. On a les aides, on a les reports de charges, on a les PGE. Donc aujourd'hui, les entreprises sont un petit peu en apnée. Elles essaient de survivre comme elles peuvent pour passer cette crise et surtout en croisant les doigts pour que ce confinement, qu'on ne soit pas sur du start and stop. Ce qui peut tuer l'économie, c'est ce start and stop de je te confine, je te déconfine, je te reconfine. Ça va être super compliqué à gérer. Très, très compliqué parce qu'on va avoir du mal à s'organiser. Donc, on espère sincèrement que
ce sera le deuxième et le dernier confinement. Après, voilà, on ne peut qu'espérer. Et bon, on a plutôt des bonnes nouvelles. Il y a des vaccins qui sont en train d'arriver. Peut-être que l'État va un peu lâcher la bride, puisqu'il y a une opération Sauver Noël qui a été lancée notamment à Marseille par Muselier. Donc, on espère que tout ça, mis bout à bout, va permettre à nos entreprises de redémarrer. Donc, autant le fonds de garantie, on ne peut pas vous le refuser, autant le PGE, on peut difficilement vous le refuser, autant la prise en charge des loyers, c'est un geste volontaire et solidaire des bailleurs. Ça, c'est clair. Une autre aide importante, c'est bien sûr le chômage partiel. Aujourd'hui, on a la possibilité de demander de mettre ses salariés en chômage partiel parce que malheureusement, on n'a pas d'activité. Si on est fermé, on n'a pas le choix. Donc, c'est une mise au chômage partiel totale. Et on peut également demander la mise au chômage quand on a une activité qui est réduite. D'accord ? Parce qu'on peut ne pas être frappé de fermeture administrative. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les restaurants, les brasseries, les bars, les cafés sont fermés. D'accord ? Moi, j'ai un client qui vend des meubles et qui travaille exclusivement avec les cafés, les bars, les restaurants, les hôtels. Donc, de fait, il n'a pas de fermeture administrative, mais de fait, il est fermé, puisqu'il n'a absolument pas de commande, il n'a rien. Pas de commande, pas de livraison. Son activité est gelée depuis le premier confinement, puisque vous le savez, les commandes, elles se préparent en février-mars pour pouvoir être livrées en juillet-août pour la période estivale. Donc, toutes ces entreprises de services parallèles et annexes aux entreprises qui sont fermées aujourd'hui, ça, c'est un petit peu compliqué pour eux, pour les aides, puisqu'ils ne sont pas frappés de fermeture administrative. En revanche, ils ont la possibilité, bien sûr, de mettre leurs salariés en chômage partiel. Sachant qu'on peut avoir l'aide partielle longue durée, qui peut aller jusqu'à 24 mois. D'accord ? Sur une période de 36 mois, mais bon, avec le confinement, on est largement dedans, sachant que les salaires sont pris en charge par l'État, avec la possibilité pour le chef d'entreprise ou non de compléter, puisque la prise en charge est de 84% du net. Les employeurs ont la possibilité, je dis bien la possibilité, ils ont le droit de ne pas le faire, de compléter les salaires pour que leurs salariés aient la totalité de leur salaire. D'accord ? Ça, c'est important. Hein, je dis bien, ce n'est pas une obligation. Alors, je vois passer tout un tas de questions. J'essaierai d'y répondre quand j'aurai terminé, si vous êtes d'accord. Je vois que ça s'accumule dans mon petit carré de chat. Il n'y a pas de souci. Hein, donc, j'essaierai de le faire le plus possible. Une autre mesure qui a été mise en place, c'est le plan de règlement spécifique Covid. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'est une possibilité qui est offerte aux entreprises d'obtenir un plan de règlement spécifique pour payer l'ensemble des dettes fiscales et sociales qui auront été générées. Alors, la première aide, c'était entre le 1er mars et le 31 mai. Ça va probablement prendre en charge toutes les dettes qui vont être générées sur le deuxième confinement. Là, on n'a pas encore le décret. Et la durée du plan serait entre 12 et 36 mois. Donc, ce qui serait plutôt aussi une assez bonne nouvelle, ce qui permettrait aux entreprises qui aujourd'hui n'ont pas pu payer les charges, de ne pas se retrouver à tout devoir payer au déconfinement le 15 février, par exemple. Ce qui serait là une catastrophe, parce qu'en trésorerie, personne ne pourrait passer ce cap. Je vous rappelle juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, le télétravail n'est pas une option et que dès qu'il est possible, il est vivement conseillé de mettre les salariés en télétravail. Alors, il y a beaucoup de questions-réponses par rapport à ça, mais moi, j'ai une activité, j'ai une secrétaire, une comptable. Est-ce que je suis obligée de les mettre en télétravail ? Je dirais, vous n'êtes pas obligé à 100%, vous devez, c'est conseillé. Cependant, si pour permettre à l'entreprise de tourner, vous avez besoin que la personne soit sur place, parce que vous avez besoin d'avoir un certain nombre de documents et que vous ne pouvez pas déménager
l'entreprise dans sa résidence principale pour qu'elle bosse, il n'y aura pas de sanction. Par contre, ce qui est important, c'est de vraiment, vraiment respecter et de mettre en place tous les protocoles sanitaires. Parce qu'en cas de non-respect du protocole, la responsabilité du chef d'entreprise peut être engagée. Si quelqu'un tombe malade, qu'il attrape le Covid et qu'il en meurt, ça peut être très dangereux. Hein, c'est non-respect du protocole et ça peut être, voilà, c'est le masque, hein, ne serait-ce que le port du masque. Des collaborateurs qui se baladent dans les couloirs sans masque, qui n'utilisent pas le gel quand on leur demande de le faire, etc. Il faut être vraiment très vigilant là-dessus, ne pas hésiter à dire, voilà, si demain je te revois encore sans ton masque, je te mets un avertissement. C'est très grave. Hein, je veux dire, ça peut être considéré comme une faute inexcusable. Alors je déborde un petit peu, hein, je suis désolée de l'aide, mais parce que l'idée me… C'est important. Pardon ? C'est très important. Oui, c'est important parce que on ne se rend pas compte, mais la responsabilité ou la faute inexcusable de l'employeur, ça peut coûter une entreprise. Hein. Donc, surtout si derrière, malheureusement, on a le décès de quelqu'un. Si après, on prouve qu'on a tout mis en route et qu'on ne pouvait vraiment pas faire autrement, dans ces cas-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de débat. Puisque même nous, cabinet d'expertise comptable, on a des collaborateurs aujourd'hui qui ne veulent pas être en télétravail parce que leur santé mentale peut être en déséquilibre. Et d'ailleurs, les psychiatres en conviennent, puisque ça fait l'objet d'une étude. Quand ça perturbe les personnes, quand on sent que ça peut les déséquilibrer, ils peuvent faire une demande et on peut accepter qu'ils ne soient pas, j'allais dire, en télétravail. Il faut savoir aussi écouter les équipes et ce facteur humain. Il est quand même important. Alors, les textes, c'est bien, les lois, c'est bien, mais après, on a quand même des équipes, on travaille quand même avec des gens, hein, on n'est pas des robots, et on a tous besoin de se parler, de se voir, et voilà, loin du contact et de l'échange, à mon sens, c'est compliqué. Une aide qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, c'est le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la CPSTI. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est pour les travailleurs indépendants, artisans, commerçants et professions libérales, avec certaines conditions. Hein. Bon, après, je ne vais pas vous donner toutes les conditions, c'est juste pour vous dire que cette aide, elle existe. Voilà, il faut avoir été affilié avant le 1er janvier 2020, avoir déjà payé une cotisation, etc. Et l'aide, elle peut aller jusqu'à 1 000 € pour tout ce qui est artisan, commerçant, profession libérale, et 500 € pour les auto-entrepreneurs. Voilà, donc ça, pareil, il ne faut pas hésiter à la demander, parce que ça peut toujours, voilà, les auto-entrepreneurs, on n'en parlait pas trop. On commence à en parler et c'est plutôt bien. Une question qui se pose souvent, Colette, pardon. Est-ce que ce CSPTI, pardon, est-il cumulable avec le fonds de solidarité ou avec d'autres aides? C'est une question qui revient souvent. Il me semble que oui, puisque ce n'est pas du tout les mêmes caisses. Donc, a priori, oui. Alors, il y a mesures de soutien économique. J'ai vu passer cette nuit la 3e FAQ qui est sortie au 16 novembre. Donc, cette FAQ, c'est vraiment très important d'aller la télécharger. Elle fait une centaine de pages, mais vous pouvez aller directement, parce qu'il y a un sommaire qui est très, très bien fait. Et vous allez vraiment point par point. Et vous avez toutes les questions qui sont posées par rapport à ça, par rapport aux aides, par rapport au cumul, etc. Au cumul des aides. Hein. Le FSE se cumule avec le chômage partiel. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, parce que c'est aussi une question qui nous a été posée. Voilà pour les aides. Après, donc cette FAQ, on peut vous la router, Florence, hein, si vous voulez, ça vous évitera d'aller la chercher. Donc, il n'y a pas de… Merci bien. Je vous l'enverrai par mail à la fin de la… Enfin, à moins que je puisse vous l'envoyer maintenant, vous la mettez en ligne, mais le plus simple, peut-être, c'est… Ça sera plus simple de l'envoyer
Je vous l'enverrai. Je vous enverrai les deux infographies que nous avons mis en place pour les aides, qui sont très très bien faites, vraiment suivant le cas où on se situe, et les mesures de soutien avec la dernière FAQ qui est sortie, comme je vous disais, hier soir assez tard. Avant de répondre à vos questions, Florence, est-ce que vous souhaitez que je vous donne quelques petites recommandations? C'est important parce que même si les personnes ont demandé le fonds de solidarité, même s'ils sont allés voir leur bailleur, même s'ils ont demandé un PGE, bon, la situation est telle que les personnes arrivent à des limites et je pense qu'il y a des recommandations à faire à ces personnes. Oui. Alors, ce que j'ai envie de dire, alors moi j'aurais quelques recommandations, mais qui sont vraiment très simples. Et je pense sincèrement que la plupart des personnes qui sont là en lien avec nous l'ont fait. La première des choses à faire, c'est mettre en place un outil de gestion, mais très simple et adapté en fonction de chaque profession. Qu'est-ce que j'appelle des outils de gestion? C'est de déterminer tout de suite un plan de trésorerie. Un plan de trésorerie, c'est quoi? C'est un petit tableau dans lequel on va porter le montant des encaissements et des décaissements qui vont être prévus mois par mois. Ce qu'on fait en fait à l'année quand on va faire son prévisionnel, hein, pour savoir un peu où on va. Aujourd'hui, ce tableau-là, il faut le faire mois par mois et le tenir à jour, je dirais au jour le jour. La deuxième chose, c'est de mettre en place un tableau de bord, mais vraiment simple, pour suivre l'activité. D'accord? C'est déjà comparé par rapport à l'année d'avant, ça va être très vite fait hein, pour ceux qui sont fermés, mais c'est surtout comparé par rapport au mois d'avant pour ceux qui n'ont pas été fermés. C'est très important d'être capable, en cas de demande ou de justification, hein, de dire voilà pourquoi j'ai demandé cette aide. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est 15 milliards d'euros qui sont envoyés par l'État dans les entreprises pour soutenir les entreprises à passer la crise. 15 milliards d'euros par mois. D'accord? Et on n'est pas dans le plan Castex des 100 milliards d'euros. Hein. On est bien au-delà de ça. Hein. Le plan Castex, on n'en parle même pas aujourd'hui. D'accord? Il viendra, même s'il a déjà été libéré en partie, mais il viendra bien plus tard. C'est important donc d'avoir en tête ce compte de résultats prévisionnel parce que aujourd'hui, on est très en mal de faire un prévisionnel pour nos clients. Pourquoi? Parce que on connaît le montant des charges, on connaît le montant des charges fixes, on connaît le montant des charges qui vont être rattrapées hein, par cet effet Covid et ce plan toutes les charges pour lesquelles il va falloir à un moment donné les payer, mais on n'a aucune visibilité sur le chiffre d'affaires. Et c'est là où ça devient très compliqué pour nous parce que on n'a pas de boule de cristal. Donc, d'où l'intérêt de vraiment connaître le montant de ces charges pour peut-être prendre une décision. Alors, c'est très difficile hein, pour moi de dire ça, mais à un moment donné, les chefs d'entreprise vont devoir regarder la réalité en face et en mettant bout à bout l'intégralité de ces charges, en mettant bout à bout le montant des aides, des PGE et autres, s'ils voient qu'ils s'en sortiront pas, il ne faut pas attendre que ce soit… il ne faut pas attendre d'être dans le coma pour dire je vais essayer de trouver une solution. Il ne faut pas hésiter à aller au tribunal de commerce, à peut-être saisir la cellule de prévention, peut-être même demander une ouverture de redressement judiciaire. Si vous le souhaitez, je vous en dirai 2 mots pour vous expliquer comment ça marche. Aujourd'hui, le tribunal de commerce est un véritable allié. Ce n'est pas un ennemi, c'est un allié et ça peut vous sauver la vie. Quand je dis sauver la vie, c'est sauver la vie de l'entreprise et sauver la vie et maintenir les emplois. Je vous en dirai 2 mots si vous le souhaitez après. Ce qui est important également en tant que chef d'entreprise, c'est de vraiment regarder la santé financière de vos créanciers et de vos débiteurs. C'est-à-dire, regardez comment se portent vos fournisseurs, parce que si vous êtes tributaire d'un ou 2 fournisseurs et que ceci se casse les figures, vous risquez, vous, en cascade, de le prendre de plein fouet.
Regardez également la santé financière de vos clients. Pareil, il faut être capable aujourd'hui, s'ils commencent eux-mêmes à être en difficulté, à pouvoir trouver des solutions de repli, quitte à négocier avec eux et autres, pour éviter de se retrouver à les assigner en règlement, où là, pareil, en cascade, ça pourrait devenir assez compliqué. Le troisième point, c'est ce que je vous ai dit un petit peu juste avant, c'est de regarder, mais vraiment d'analyser ça, faites-le avec votre expert comptable, il est là pour vous aider, que vous n'êtes pas en état de cessation de paiement. D'accord? État de cessation de paiement, c'est-à-dire qu'avec votre actif disponible, les clients, la trésorerie, vous êtes encore capable de payer toutes vos dettes à court terme. Si déjà ça, vous n'êtes plus capable de le faire, c'est que vous êtes en état de cessation de paiement. Et je vous rappelle que le délai pour se déclarer en cessation de paiement, c'est 45 jours à partir du moment où on en a eu connaissance. D'accord? Donc ça, c'est important aussi, même si bien sûr, le tribunal, et là je change un petit peu de casquette, hein, j'enlève ma casquette expert comptable et je mets ma casquette de juge en procédure collective, c'est sûr que le tribunal est plutôt actuellement bienveillant. Je ne dis pas qu'il va laisser passer tout et n'importe quoi, mais si le délai de 45 jours n'est pas vraiment respecté, il y aura pas, on ne va pas vous poursuivre, on ne va pas vous attaquer. C'est pas le but du tribunal est vraiment de venir aider les entreprises à passer le cap. Et la dernière chose, je vous en ai parlé en introduction, n'hésitez pas à saisir, ça je m'adresse plus aux experts comptables s'il y en a, n'hésitez pas à saisir la cellule de prévention de l'ordre. On est vraiment là pour vous aider. Et j'allais dire, forte de mon expérience au tribunal, je pense que je suis capable aujourd'hui de vous aider à trouver des solutions qui peuvent vraiment sauver la vie des entreprises. Et que ce soit vous, chef d'entreprise, ou vous, expert comptable, on est là. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. On va remonter peut-être à celle du départ, puisque c'était le fonds de solidarité. Alors, je ne sais pas si j'ai la main pour remonter. C'est moi qui remonte. Ah. On est bon. Voilà. Alors, on va passer les bonjours. Bonjour, coucou tout le monde. Dans les questions, voilà, Nicolas Macron. Je suis en train de descendre. Donc, il y a des personnes qui nous disent on est intéressé par les infographies. Donc, ça, je m'engage à les faire passer. Pas de souci. Alors, si on est 2 restaurateurs, gérants, non salariés et sans salaire, en fermeture administrative, aurons-nous le droit de bénéficier du fonds de solidarité? Alors, j'allais dire, jusqu'à aujourd'hui, seuls les salariés étaient, les mandataires salariés ne sont malheureusement pas pris en compte. Et aujourd'hui, je sais qu'on a fait remonter l'information à Bruno Le Maire. On souhaite que les mandataires soient également indemnisés au même titre que les autres. Parce qu'aujourd'hui, le message qui était passé, c'est on laissera personne sur le bord de la route et on se rend compte que certains mandataires sont complètement laissés pour compte. Donc, le but, c'est qu'on ait une véritable… Et ça a été demandé, hein, je sais que c'est sur le bureau de maire. On essaie de faire en sorte que tout le monde ait droit à cette activité partielle et à ces indemnités et aides. Sur le fonds de solidarité, je dirais que si on a une perte de chiffre d'affaires, a priori, on devrait pouvoir la demander. Dans tous les cas, n'hésitez pas à la demander. Vous vous connectez sur le site, vous la demandez, et si elle vous est refusée, elle vous est refusée. Mais il faut y aller et il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit on n'a pas le droit, mais si ça se trouve, demain, vous aurez le droit. Donc, demandez-la, il y a des simulateurs en ligne qui vous disent ce à quoi vous aurez droit et jusqu'à quelle hauteur. C'est important, c'est vraiment important d'y aller. D'accord ? Puis on peut rappeler que le fonds de solidarité est pour l'entreprise et pas pour l'entrepreneur. Oui, tout à fait. Le FSE, c'est pour l'entreprise. Hein. C'est pour ça que si vous avez une activité, là, notamment les restaurateurs, qui sont fermés, c'est une fermeture administrative, a priori, ils devraient avoir l'aide de 10 000 €. Donc, il faut aller la demander. Est-ce que la cellule de crise ou la région PACA a prévu un fonds de solidarité? Je dirais oui,
puisque, alors c'est en pourparler, hein, puisque je sais qu'on a une réunion Task Force jeudi, où justement, ils vont chercher à lever des fonds, comme un peu comme le premier confinement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec tout ce qui était pré-rebond et autres qui avait été accordé par la région. Aujourd'hui, je n'ai pas de visibilité là-dessus, je ne sais pas. Je dirais probablement que oui. Hein. Oui, c'est prévu. Est-ce qu'il y a une exonération de la TFE? Oui. Mais c'est pas forcément lié au Covid de mémoire. C'était plus lié à des zones d'activité. Donc ça, il faut, pareil, il faut regarder. Je peux répondre à cette question si vous voulez. Je vous enverrai un petit mail parce qu'il me semble qu'on a la possibilité de demander l'exonération. Elle se fait pas automatiquement. Il fallait que les collectivités locales votent. Oui, il faut que ce soit voté. En fait, il faut que ce soit voté parce que c'est par zone. Est-ce que les mensualités d'impôt sur les sociétés sont exonérées? Je ne comprends pas la question. Si vous avez de l'impôt société à payer, c'est un impôt qui n'est pas, lui, concerné par l'exonération, si c'est ça la question. Parce qu'en impôt, on parle bien, les mensualités d'impôt sur les sociétés, je suis désolée, hein, mensualité d'impôt société, ça n'existe pas parce que l'impôt société se paye par acompte de 4. Donc, normalement, si vous avez eu un bénéfice l'année dernière, vous devez payer votre impôt société qui est dû puisqu'il concerne l'année d'avant. Maintenant, en cas de difficulté, je pense que vous aurez la possibilité de le mettre dans le package du plan Covid dont je vous parlais tout à l'heure, avec le fait de regrouper l'intégralité des dettes fiscales et sociales. Il faut faire très attention à cette notion d'impôt parce que les dettes nées avant le Covid, normalement, n'entrent pas dans cette catégorie de dettes. Hein. C'est ça, il me semble que les textes sont très clairs là-dessus. Toutes les dettes fiscales d'avant, notamment l'impôt que vous payez, l'impôt société que vous payez maintenant, il est calculé sur le résultat de l'année dernière. En revanche, si vous pensez que votre résultat cette année va être nul, voire même en déficit, vous pouvez suspendre les acomptes d'impôt société et ne pas les payer de l'année. Ça, c'est certain. On a la possibilité de le faire. FSE et aide de l'URSSAF, est-ce que c'est cumulable? De mémoire, oui. CFE, ça a déjà été posé. Quel risque encourt-on à ne pas payer la CFE? Si elle est due, elle doit être payée. Hein. Vous pouvez demander à la payer en plusieurs fois. Vous pouvez demander un report Covid avec difficulté. Par contre, si elle doit être payée, il n'y a pas d'accord avec les régions. Malheureusement, il faudra la payer. Hein. Ce que vous encourez, c'est des pénalités de retard si vous ne faites pas la demande de pouvoir la payer avec un échéancier. Aujourd'hui, l'administration fiscale a reçu des consignes pour toutes les personnes qui vont devoir payer j'allais dire, toutes leurs dettes. Il y aura vraiment, ils vont tout faire pour ne pas qu'il y ait de pénalités. Hein, le but, c'est d'aider les entreprises. Après, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il se peut qu'il y ait quand même quelques contrôles, hein, notamment en matière d'activité partielle. Alors, ce n'est pas notre rôle, hein, ni du tribunal, ni des experts comptables. Ce n'est pas du tout le rôle on est tenu simplement d'informer qu'à partir du moment où l'État donne une aide, normalement, elle se réserve le droit de venir contrôler comment cette aide a été utilisée. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont surtout le faire en matière de chômage pour éviter qu'il y ait trop d'abus là-dessus. Après, quand les entreprises sont fermées, les restaurateurs, il n'y a pas de débat. Hein. Ils ne vont pas aller vérifier que le restaurant a bien été fermé. Donc, alors, comment demander l'accès au PGE à sa banque? Oui, tout à fait. Si vous avez besoin d'un PGE, comme je le disais tout à l'heure, ça a été prolongé, ça devait être jusqu'au 31 décembre. Aujourd'hui, c'est jusqu'au 30 juin. Vous vous adressez à votre banque. La seule chose qu'il doit normalement vous demander, c'est l'attestation de votre expert comptable qui va valider le montant de votre chiffre d'affaires, puisque le PGE est plafonné à 25% du chiffre d'affaires de l'année d'avant. Donc, l'année d'avant connue, c'est 2019.
Florent Domergue, pouvez-vous rappeler le second prêt? Ah, c'est le prêt d'État, je suppose. Enfin, je vais répondre dans ce sens-là. Hein, c'est le prêt d'État. En fait, pour ceux qui n'auront pas eu droit au PGE, pour les raisons que j'invoquais tout à l'heure, hein, parce qu'ils étaient déjà en difficulté ou parce que le banquier va estimer qu'ils ne rentrent pas dans ce cadre-là, ils auront la possibilité de le demander directement et ce sera entre 10 000 et 50 000 euros. 10 000 euros, alors il me semble que c'était pour les entreprises de moins de 10 et les autres 50. Pardonnez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. C'était 10 000 et... Ouais. 10 à 49, ouais. Voilà, comment 10 à 50, quoi. En fait, c'est 10 salariés, c'est 10 000 euros pour les moins de 10 salariés et de 10 à 49, ça doit être 50 000 euros. Voilà. Voilà. Alors, il parlait d'avance remboursable plafonnée à 3 mois de chiffre d'affaires. Mais après, bon, là, ça sera au coup par coup, je pense. Hein. Il faut voir avec le dossier. Alors, il y a pas mal de questions pour résumer. Il y en a pas mal sur le fonds de solidarité où il est demandé est-ce que si mon activité principale n'est pas celle qui est déclarée, et ça, on a beaucoup de soucis de ce côté-là parce que le fonds est refusé parce que l'activité principale n'est pas celle qui est sur laquelle on est immatriculé. Alors, comment peut-on faire? Oui, c'est un véritable problème. Quand on a des codes, mais même sans parler d'activité, quand on a des codes APE qui ne correspondent pas vraiment à notre activité. Aujourd'hui, l'aide, elle peut nous être refusée à cause de ça. Le plus simple, c'est de faire un rescrit, hein, vraiment, et d'expliquer la situation en disant, voilà, aujourd'hui, mon activité, c'est ça. On est capable de le prouver. Hein. Il y a eu un problème au niveau de l'APE ou alors ça n'apparaît pas convenablement sur mon cabis. Et en général, avec un peu de négociation et ce rescrit, ça peut passer. Enfin, nous, je sais qu'au cabinet, on l'avait fait justement pour notre client qui travaillait exclusivement avec les restaurateurs et qui s'est retrouvé sans activité. Vous savez, pour avoir l'aide au chômage, voilà. Et il suffit de faire un rescrit. Actuellement aussi, l'administration fiscale recommande de prendre contact avec son SIE parce que effectivement, c'est l'ordinateur qui traite les demandes et il y a un petit cas où on n'arrive pas à s'expliquer. Et nous, la cellule de la Chambre de commerce a renvoyé les entrepreneurs vers le SIE et ils ont eu satisfaction. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. De toute façon, aujourd'hui, il faut vraiment utiliser la messagerie interne hein, sur le site, que ce soit professionnel ou personnel, parce que franchement, ils sont très réactifs. Hein, ils répondent en 48 heures et ça permet… C'est compliqué de les avoir au téléphone, c'est impossible d'avoir un rendez-vous aujourd'hui. Donc, il ne faut pas hésiter à leur poser la question par mail sur le site impôt.gouv ou espace pro ou espace particulier, suivant le cas dans lequel on se trouve. Et ils répondent et franchement, ils sont vraiment très réactifs. Donc là, ils sont capables de vous apporter des réponses ou de vous diriger vers le bon service ou même de vous dire, bah, écoutez, appelez-nous à tel moment et là, on essaiera de vous orienter vers le service qui sera bien en adéquation avec vos demandes. C'est sûr que cette histoire d'activité, là, ça pose de véritables problèmes. Hein. Il y a pas mal de questions également sur les loyers, notamment comment puis-je imposer aux propriétaires de le faire. Vous ne pouvez rien imposer du tout. Comme je disais tout à l'heure, si le propriétaire n'accepte pas, ben, il n'y a pas de moyen de pression. C'est simplement s'il n'a pas envie d'être solidaire, s'il n'a pas envie de vous aider, ou s'il ne peut pas le faire, tout simplement parce que pour lui, c'est sa retraite ou c'est aussi sa façon pour lui de remplir le caddie, il peut ne pas pouvoir le faire. D'accord ? Donc, on n'a pas de moyen aujourd'hui de forcer quelqu'un. Après, bien sûr, vous dites les aides, elles sont insuffisantes pour payer les loyers.
C'est une information qui est remontée également au gouvernement. L'aide de 10 000 euros, c'est bien. Je vais dire, c'est toujours mieux que rien. Mais quand on a, je vois quelqu'un qui dit, je paye déjà un loyer de 8 000 euros par mois et je suis fermé, mon bailleur ne veut pas prendre en compte cette demande, malheureusement, il a le droit de le faire. Et on peut entendre que l'aide de 10 000 euros, ça va être très compliqué pour cette personne de payer 8 000 euros de loyer alors qu'il y a 0 de chiffre d'affaires et de continuer à payer les charges fixes. Le message, on l'entend. Malheureusement, j'allais dire, c'est du bon sens. Hein. Si le bailleur en a besoin pour faire vivre sa famille, on peut comprendre aussi qu'il n'accepte pas de le faire. Après, libre à chacun, j'allais dire, d'être solidaire ou non des locataires qu'il a. Il y a une question sur la TVA et je pense que c'est important d'y répondre parce qu'il y a une question sur la TVA. Qu'en est-il de la compte TVA de décembre? Et je pense que c'est important de parler de la TVA. Alors, la TVA, il n'y a pas de règle, hein. Il n'y a pas d'exonération, il n'y a pas de report. Si votre chiffre d'affaires, vous avez la possibilité, quand vous payez la compte de décembre, c'est que vous êtes en TVA simplifiée, vous avez la possibilité de calculer votre acompte au plus juste. Et si vous avez 0 de chiffre d'affaires, de ne pas le payer. Hein. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, si l'activité a tourné, ce que vous pouvez faire, c'est payer l'acompte au plus juste de façon à ne pas faire l'avance en trésorerie. Si vous estimez que le montant, je vous donne un exemple simple, vous devez payer 20 000 euros de TVA sur l'année, que vous avez déjà payé un acompte de 10 000 euros et que là, le deuxième acompte est de 10 000 euros, il vous faut le payer. Si par contre, vous avez déjà payé 10 000 euros et que vous savez qu'au bout du bout, vous allez devoir payer 8 000, surtout, il ne faut pas payer l'acompte. Il ne faut pas faire d'avance de TVA. L'idéal, c'est de calculer le vrai montant de TVA que vous auriez à payer en tenant compte de la TVA que vous avez collectée, de la TVA que vous allez déduire et de ne payer que le solde. Sachant que quand on est au simplifié, on a la possibilité de liquider la TVA au mois de mai. D'accord, hein, puisqu'on parle d'acompte, là, de TVA. C'est bien les 2 acomptes que l'on paye avant de liquider. C'est ce qu'on appelle les CA12. Hein. D'accord. Mais il n'y a pas d'exonération, il n'y aura pas, a priori, d'écrasement de TVA. Hein. Ça, ça c'est clair, hein, puisque, en fait, on n'est que collecteur. Hein, c'est complètement neutre, hein, la TVA. On collecte, on reverse. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de dire la TVA, je ne la paye pas. Si on l'a encaissé pour le compte 2. D'accord. On est juste une boîte aux lettres. Là, il faut être honnête. Le décret sur les loyers est-il officiel? Je ne pense pas que le décret soit sorti. Peut-être que oui sur le dernier, sur celui du 4 novembre. Mais en tout cas, il a été annoncé par Castex et le 30% de crédit d'impôt, il sera effectif. Hein. Il y a une question sur le tribunal. Est-ce que le tribunal est également bienveillant lorsque le bailleur lance un procès parce que 2 mois de loyer non payés pendant le premier confinement? Je suis dans le tourisme. Alors, le tourisme qui est dans le secteur. Ouais, alors le tribunal est bienveillant. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de prendre toutes les assignations. Le tribunal n'a pas compétence pour dire monsieur, vous ne pouvez pas l'assigner parce qu'il est fermé. D'accord? Je vois pas. On pourrait essayer de faire entendre raison, si vous voulez, à un bailleur en lui disant bon, qu'est-ce que vous pouvez faire, trouver une transaction. Mais si le bailleur ne veut rien entendre, le tribunal n'a pas de pouvoir. Hein. On est tenu, si on a une assignation, de l'enregistrer, de la prendre et de faire venir à la barre les 2 parties. Quoi qu'il en soit, si vous êtes assigné, présentez-vous au tribunal. Venez discuter et après, on peut toujours tenir compte et le tribunal peut toujours essayer de vous aider à trouver une transaction. Après, avant de se faire assigner, vous savez que vous avez la possibilité d'avoir des procédures en amont des difficultés. Si vous sentez que vous allez rencontrer une grosse difficulté avec un fournisseur, avec un banquier, rien ne vous empêche de demander l'intervention d'un mandataire ad hoc, d'accord, ou d'un conciliateur. Ces gens-là, ils sont des mandataires judiciaires,
Ils sont là pour aider les chefs d'entreprise et obliger les parties à se mettre autour de la table pour trouver des solutions, pour éviter justement d'entraîner des entreprises devant les tribunaux ou devant du redressement judiciaire. Il y a une question qui est importante à mon avis, c'est si je dépose le bilan, est-ce que, à cause de la fermeture administrative, est-ce que l'État pourra venir m'aider? J'ai pas vu passer de texte là-dessus. Malheureusement, j'ai peur que non. Maintenant, peut-être qu'on aura un plan d'aide, un plan de relance. Après, il y a une entreprise, c'est pas une entreprise, c'est une association, hein, il y a 60 000 rebonds. Je sais qu'aujourd'hui, l'État est vigilant là-dessus. Hein, le but, c'est pas de faire fermer les entreprises. Alors, on entend les messages de désespoir de nos restaurateurs et je pense que l'annonce d'aujourd'hui, franchement, ça a dû les terrasser. Hein, entendre qu'on ne pourra pas ouvrir avant le 15 janvier, ça nous laisse sans voix. Sincèrement, ça nous laisse sans voix et vous ne pouvez pas imaginer comme c'est compliqué pour nous quand on est de l'autre côté de la barre et qu'on voit des chefs d'entreprise qui viennent nous dire « Mais attendez, si vous me liquidez, j'ai plus que ça. Je fais quoi ?» C'est compliqué. Vous comprenez? Il y a aussi les crédits personnels. Oui, surtout quand les personnes, on a des personnes qui sont cautions sur leur prêt perso. S'ils perdent leur entreprise, ils risquent de perdre leur maison derrière. Vous savez, il y a une règle au tribunal qu'on appelle la règle des 3D. Et cette règle-là, elle s'est avérée, mais c'est terrible quand on peut la vérifier. Le premier D, c'est le dépôt de bilan. Le deuxième D, c'est la dépression. Le troisième D, c'est le divorce. Et j'espère qu'on ne va pas rajouter un quatrième D avec le décès, parce qu'aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise qui sont au bord du suicide et qui viennent nous dire, mais franchement, c'est compliqué pour nous. Hein. Ne pensez pas qu'on est des hommes et des femmes avant tout, et le côté humain, c'est super important. Quand on a un chef d'entreprise qui nous dit, mais si vous me liquidez, moi je vous préviens, je me flingue, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est obligé d'appliquer les textes, on est obligé d'appliquer la loi. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Alors, c'est sûr que pour les entreprises aujourd'hui qui sont en redressement judiciaire et qui sont frappées en plus par la crise sanitaire, on a une véritable bienveillance du tribunal, puisque de toute façon, les textes, aujourd'hui, nous ont donné la possibilité d'allonger les plans de redressement jusqu'à 2 ans. Donc, ça permet quand même un bol d'air à ces chefs d'entreprise qui étaient déjà en difficulté avant le Covid, mais qui, grâce à cette bienveillance, j'allais dire, et du gouvernement et du tribunal, vont pouvoir encore mettre tous les moyens en œuvre pour sauver leur boîte. Après, ceux qui vont se retrouver en liquidation sèche, c'est sûr que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais j'insiste vraiment sur le fait de... pour les chefs d'entreprise que vous êtes, n'hésitez pas à pousser la porte du tribunal et à vous mettre sous la protection du tribunal. Aujourd'hui, ce n'est pas une maladie honteuse que de dire « je suis en difficulté, moi je veux sauver ma boîte, je veux sauver mes emplois, tribunal de commerce, aide-moi, je vais me mettre sous ta protection ». Ça permet quoi? Ça permet de geler les dettes, de tout geler. Il n'y a plus de poursuites possibles. D'accord? Ça, c'est très important de le noter. Plus personne ne pourra vous poursuivre. On vous protégera. D'accord? Et vous allez mettre bout à bout toutes vos dettes et vous allez avoir un plan que vous allez pouvoir étaler sur 10 ans. D'accord? Ça vous laisse le temps de prendre du recul, ça vous laisse le temps de souffler, ça vous laisse le temps de trouver des solutions. Je vous assure qu'aujourd'hui, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ça peut être salvateur pour toutes les petites entreprises qui ne savent plus comment s'en sortir. Je pense à la personne tout à l'heure qui dit je vais me faire assigner par mon bailleur. J'allais dire coupez-lui l'herbe sous le pied, mettez-vous sous la protection du tribunal, personne ne pourra venir vous poursuivre. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. Je ne sais pas si mon message est clair. Alors, je ne dis pas qu'il faut systématiquement le faire, mais posez-vous la question
que si vraiment vous sentez que vous êtes en cessation de paiement, vous sentez que vous n'avez pas d'autre issue, que les assignations vont tomber, que vous n'arrivez pas à concilier, qu'un mandataire ad hoc n'a rien pu faire, je vous assure que le redressement judiciaire peut être une très très bonne solution, sachant que rien ne vous empêche, en sortie de crise, si l'activité est relancée, de sortir du redressement et de solder votre plan. Le tribunal, aujourd'hui, est le seul à vous proposer un prêt, on va dire, qui va vous permettre de solder vos dettes sur 10 ans avec un taux zéro et en surveillant que personne ne vienne vous agresser, que tout soit respecté, et qu'on vous soutienne dans votre démarche de vouloir continuer et sauvegarder les emplois. Alors, je sais que le message, je suis expert comptable avant tout, et le message, il est compliqué à entendre. Je peux entendre qu'on n'a pas envie, c'est une mention qui est au cabis, tout le monde va le savoir, qu'est-ce que va penser mon fournisseur, mon client, etc. C'est sûr que c'est compliqué, mais quand on sait que ça peut sauver une vie, la vie d'une entreprise et les emplois qui vont avec, ça peut être une décision ponctuelle qui va vous permettre de continuer. Sachant qu'aujourd'hui, les mentions au cabis sur tout ce qui concerne le redressement et autres, elles ne restent plus 5 ans comme avant. Hein, aujourd'hui, on peut demander à ce qu'elles soient supprimées assez rapidement. Je crois que c'est 2 ans. Une fois que la période d'observation et le plan sont déposés, la mention, elle peut sauter. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui le sait. Il n'y a que vous. Vous avec vous et le plan que vous allez devoir respecter. Voilà, ça c'est vraiment, je tiens à insister là-dessus parce que on a vu des entreprises vraiment sauvées avec cette aide du tribunal, et il faut savoir qu'en acceptant le redressement, l'ouverture, hein, le tribunal met toute sa confiance dans les entreprises et va les soutenir autant qu'il pourra le faire avec beaucoup de bienveillance. Hein. Le but, comme je vous le dis, surtout dans cette crise sanitaire qui est vraiment inhabituelle, et c'est vraiment une grande première malheureusement dont on se serait bien passé, ça peut sauver des vies. En cas de dépôt de bilan suite d'une fermeture, pourra-t-on appeler l'État en compensation? Non. Le chef d'entreprise risque-t-il? C'est bien. Je dirais non s'il n'y a pas de faute de gestion. Après, ça va dépendre s'il est caution ou non. S'il est caution sur les emprunts, il se peut qu'on lui demande malheureusement de faire jouer les cautions pour rembourser l'emprunt qui est adossé à lui, personne physique. En revanche, si c'est un dépôt de bilan, qu'il n'y a pas de faute de gestion, qu'il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a pas de volonté manifeste de tricher, non, on ne viendra pas le chercher en responsabilité, on n'ira pas chercher la faute de gestion. Ça, c'est certain, c'est pas du tout l'envie du tribunal de dire ah ben tiens, là on va avoir le Covid, on va avoir 50, 100, 200, 500 liquidations judiciaires, on va tous aller les poursuivre. Non, le mandataire judiciaire va être nommé, il va analyser les comptes, il va les regarder. Si le chef d'entreprise est de bonne foi et on a une fermeture administrative, il n'y a pas de débat. On ne va pas aller poursuivre un chef d'entreprise qui déjà a été frappé par une fermeture administrative, qui a perdu son entreprise, qui est probablement caution. Non, on ne va pas aller le chercher sur ses biens personnels. On va le chercher uniquement s'il y a de la fraude, hein, fraude aux charges sociales, travail dissimulé, fraude à la TVA, etc. Où là, vraiment, le mandataire ou l'administrateur va tout mettre en œuvre pour faire en sorte qu'il soit condamné à payer une partie du passif. Mais en aucun cas, quand on est dans ce cas-là, de vrais dépôts où il n'y a pas de faute. Hein. La mauvaise gestion, je précise, n'est pas une faute. Hein. On peut être mauvais, mais ne pas être un voyou. Oui, tout à fait. Sur le PGE, je reviens sur le fonds de solidarité, parce qu'en résumant, il y avait quelques questions et là, il y a eu une modification. Si l'entreprise a été créée récemment, à partir de quand puis-je bénéficier du fonds de solidarité? Alors là, il y a eu un changement entre premier confinement et deuxième. Oui, il me semblait… Maintenant, c'est à partir du mois d'août. Je crois que c'est août. 31 août. Oui, il me semble. Il me semble que c'est 31 août. Ce qui est normal puisqu'on a un deuxième confinement. Hein. On peut pas… Le premier confinement, c'était à mars
Et là, on est en deuxième confinement octobre, donc ils ne peuvent pas prendre les mêmes dates. Puisque entre-temps, il y a des boîtes quand même qui ont été assez courageuses et qui se sont créées. Donc, pour éviter qu'elles soient pénalisées, de mémoire, c'était, oui, création 31 août. Mais je dois l'avoir. Ouais, c'est 31 août. Alors après, il y a une question qui nous est plus ou moins adressée, mais est-ce que la CCI peut nous apporter un soutien juridique pour exiger des assureurs la prise en charge de la perte d'exploitation prévue dans les contrats? Non. Le tribunal de commerce de Marseille, oui, a déjà condamné AXA plusieurs fois. Oui, mais à condition que ce soit une mention express et que ce ne soit pas une exclusion dans des conditions spéciales qui excluent toutes les pandémies. Parce qu'on a ça a été notamment le cas d'AXA qui a été condamné, et ça a fait la une des journaux d'ailleurs. Ça va dépendre de comment est libellée la clause relative à la perte d'exploitation. Aujourd'hui, ça vaut le coup aujourd'hui de demander à un avocat d'étudier le contrat d'assurance. Alors, quand on n'est pas assuré perte d'exploitation, je crois qu'il n'y a pas de débat. Les assurances ne veulent même pas discuter. Ça, c'est sûr. Par contre, quand il y a des exclusions, il faut valider que l'exclusion ne soit pas abusive, parce qu'il y a on s'est rendu compte qu'il y avait certains assureurs qui avaient tout exclu, quoi. Donc, ça peut rendre, certaines exclusions peuvent rendre les clauses caduques. Après, je ne suis pas avocat. C'est pas ma spécialité, mais je sais que nous avons eu une formation avec des avocats qui disent, c'est un cabinet à Marseillais qui s'en occupe et qui ont analysé et qui analysent aujourd'hui énormément de clauses pour dire est-ce qu'elles sont abusives ou non, est-ce qu'on peut prendre la pandémie ou non. Parce que on a certaines clauses, alors de mémoire, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, si la pandémie que nous vivons est classée comme catastrophe naturelle, ça sera pris par énormément d'assurances. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce classement-là. On a le classement de la pandémie. Alors, malheureusement, nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, mais non, mais c'est pas possible, mais j'ai plein de choses à dire, moi, encore. Oui, mais alors justement, on peut sur la fin de webinaire, nous avons effectivement, il a été évoqué le rôle du tribunal de commerce et je recommande donc aux participants le webinaire du 24 novembre, c'est-à-dire de mardi prochain, avec un plateau assez intéressant puisque Colette Westman sera de retour, avec entouré d'un avocat d'affaires, d'un mandataire, du greffier et du tribunal de commerce. Ce webinaire est co-organisé par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce. Elle est ouverte aux commerçants et aux artisans parce que ce sont des entrepreneurs effectivement, des petits entrepreneurs qui souffrent énormément et qui ont besoin de savoir ce que le tribunal peut faire et les conseils dont ils peuvent bénéficier. Donc, c'est très important. C'est mardi 24 novembre de 8h30 à 10h30. Oui, juste une petite question à laquelle je souhaite répondre. Un coiffeur qui dit à qui je dois m'adresser pour obtenir les primes. Il faut aller sur le site impôts.gouv. Il me semble que les demandes se font en ligne directement. Très bien. Donc, on va répondre aux questions qui n'ont pas été répondues. Le reste, bon, Colette, on pourra passer des questions si on n'a pas les réponses et faire passer aux participants les documents dont on a parlé, qui peuvent les aider et les accompagner. Voilà. Oui. Alors là, je suis désolée, il y a beaucoup de questions. Pour la question sur les SASU, accordez-moi une minute. La question sur les SASU, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y avait une véritable injustice sociale puisque les dirigeants de SAS, de SASU n'étaient pas pris en compte et ils devraient l'être puisqu'on a demandé, l'ordre est monté au créneau là-dessus, pour demander justement que ces mandataires-là, ils ne soient pas laissés sur le bord de la route. Alors, je suis désolée, j'ai essayé de répondre au plus de questions possibles, mais je vois qu'il y en a encore pas mal. Et une dernière chose, pour ceux qui ont des activités annexes, comme je disais tout à l'heure avec mon vendeur de meubles, je vois qu'il y a quelqu'un qui vend des frites et qui travaille exclusivement avec les restaurateurs. Vous aurez droit aux aides. N'hésitez pas à faire des rescrits, à expliquer votre situation. Et je vous garantis que là, quand on a des activités annexes, mais vraiment qui collent à 100% et qu'on ne peut pas travailler, parce que de fait,
on n'a pas de fermeture administrative, mais on est fermé parce que nos clients sont fermés, on a la possibilité d'avoir ces aides. Oui, il y a tous ceux les vendeurs, ceux qui amènent l'huile d'olive, le café, etc., spécialement. Bien sûr, les cafetiers avec les bars qui sont fermés, aujourd'hui, pareil, ils sont à l'arrêt. Ils travaillent exclusivement avec des professionnels, donc c'est compliqué. Très bien. Bon, bien, Colette, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire et nous vous souhaitons une très bonne journée. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.